Allez, allez, plus vite! Le travail, pour nous en tout cas dans la clinique du travail, mais enfin un peu plus généralement dans les sciences du travail, ça se définit fondamentalement par cet écart qu'il y a entre d'un côté les prescriptions, les procédures, les, les règlements, éventuellement les modes opératoires qui sont prescrits par ce qu'on appelle l'organisation du travail, ou par les ingénieurs des méthodes, ou par les managers, ou par les gestionnaires, donc qui prescrivent un certain nombre de tâches, un certain nombre d'objectifs à atteindre, et non seulement prescrivent l'objectif, mais prescrivent aussi le chemin qu'il faut suivre pour atteindre ces objectifs. En réalité, ce qu'on découvre, c'est que tous les gens qui travaillent ne respectent pas les procédures, ne respectent pas les prescriptions, et font donc autre chose, qu'on appelle techniquement le travail effectif. Et fondamentalement, le travail, c'est cet écart-là entre les deux. Alors pourquoi cet écart est irréductible? C'est-à-dire qu'il faut d'une certaine manière l'assumer, c'est cela même qui constitue le travail. C'est parce que si les gens exécutent strictement les consignes, exécutent strictement les prescriptions, eh bien ça ne marche pas. Voilà. On peut montrer que, c'est montré depuis fort longtemps, depuis plus de 40 ans, qu'aucun travailleur sérieux, compétent, habile, ne respecte les ordres qui lui sont donnés. À ce point que si véritablement, dans certains cas, les gens font un effort pour respecter rigoureusement ce qui est prescrit, c'est ce qu'on appelle la grève du zèle. La grève du zèle, ça veut dire donc immanquablement soit l'arrêt de la production, la mise en panne en somme des installations, la mise en panne des instruments de travail, ou alors dans certains cas, plus gravement, si les gens cessent de faire du zèle, alors on risque des accidents. Et donc le travail et le zèle sont indissociables dans la théorie. Travailler en somme, c'est combler l'écart entre ce qui est prescrit et ce qu'il faut faire pour réussir à atteindre au mieux les objectifs qui ont été fixés. Voilà. Alors pourquoi j'insiste sur cet écart et pour la définition du travail, c'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'il faut ajouter aux prescriptions pour que ça marche, et qui suppose donc l'intervention humaine, c'est évidemment parce que, en somme, ce que l'on découvre quand on va sur le terrain, toutes les enquêtes le montrent et le redémontrent, que ce soit en ergonomie, que ce soit même en sociologie du travail, on va retrouver ça en psychologie et en clinique du travail, c'est que, fondamentalement, on ne peut pas se passer de ce qu'on appelle le travail vivant. Alors, on est obligé d'introduire une deuxième notion qui est la question du réel du travail. Le réel du travail, c'est quoi? C'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance, justement, au mode opératoire, aux habiletés professionnelles, au savoir-faire, et plus généralement, ou plus rigoureusement, ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance à la maîtrise. Alors que je continue à travailler en utilisant tout ce que je connais déjà, de façon convenable, donc là je parle de gens qui travaillent bien, en dépit de cette maîtrise que j'ai habituellement du procès de travail, de temps en temps, je suis mis en échec. Et donc, travailler, fondamentalement, c'est faire cette expérience de l'échec. Et curieusement, paradoxalement, le réel se fait connaître donc sous la forme d'un échec. C'est-à-dire c'est au moment même où en quelque sorte la maîtrise se dérobe qu'alors assurément je suis en face du réel. Il faut le retenir pour un autre niveau tout à l'heure de cette centralité du travail, c'est très important. Le réel se fait connaître quand la maîtrise se dérobe. C'est un paradoxe du réel, mais c'est évidemment ça qui constitue l'expérience fondamentale du travail. Or, travailler, c'est non seulement donc, tenter de combler cet écart entre le prescrit et le réel, c'est deuxièmement faire l'expérience du réel, et c'est troisièmement être capable, ce qui est encore une autre chose, d'endurer cette expérience de l'échec, le temps qu'il faudra jusqu'à ce que je trouve la solution qui me permette de le surmonter. Donc, je vais insister sur un point là au passage, qui est un point important, c'est que l'expérience du réel, c'est une expérience affective. Et donc, le réel se fait connaître à celui qui travaille. Donc, je parle de quelqu'un qui a l'habitude, quelqu'un qui est un travailleur non seulement zélé, mais qui a
possède déjà une formation, une expérience, un savoir-faire, et donc est un travailleur habile, eh bien, le réel se fait connaître sur un mode fondamentalement et premièrement affectif, l'échec. Et puis l'échec engendre d'autres états affectifs. La surprise, bien sûr, c'est la première, mais après, de se heurter à nouveau à cet échec génère chez celui qui travaille sentiment d'irritation, de colère. Quelquefois, quand ça dure trop longtemps, c'est une impression de déception, puis de découragement. Quelquefois, ça va encore beaucoup plus loin, c'est l'impression que je suis incompétent, c'est pas normal que je n'y arrive pas. Jusqu'à présent, j'y arrivais, puis là, ça ne marche plus. Et il y a l'interrogation, il y a la circonspection, il y a le doute sur la réalité, mais le doute sur soi-même. C'est-à-dire toute une série comme ça. Là, je donne quelques exemples, mais ça peut être aussi l'irritation, le rejet, et finalement, je m'en vais. Et là commence un processus psychique qui est donc l'endurance. L'endurance, la capacité de tolérer l'échec, et l'obstination, le fait de ne pas lâcher. Et donc, quelquefois, ça va prendre quelques minutes, quelquefois, ça va prendre plusieurs jours, quelquefois, ça va prendre des semaines. C'est-à-dire qu'on recommence à retravailler, à refaire la pièce, à refaire l'opération, et ça ne marche toujours pas. Là où c'est évidemment le plus évident, c'est dans le travail de la recherche, où là, on peut quelquefois échouer pendant des années, et le bon chercheur sera celui qui aura l'obstination de continuer, alors même qu'il n'arrive pas à démontrer ce qu'il cherche à attraper. Donc travailler, c'est non seulement faire l'expérience du réel, c'est deuxièmement maintenir l'obstination et l'endurance. Et bon, après, il y a encore d'autres choses qui sont plus compliquées, c'est qu'il faut que j'accepte de me faire habiter peu à peu, coloniser presque, par cette expérience de ce qui s'oppose à ma maîtrise. Et c'est quelquefois en l'emportant chez moi, c'est-à-dire dans ma tête, j'entends, peut-être en ayant des insomnies à cause de ce que implique ce rapport au réel qui me résiste. Et puis peut-être que je vais en rêver la nuit. Et puis au bout de quelques jours de cette obstination, de cette endurance, peut-être qu'un beau matin, tout à coup me vient une idée qui va me permettre de faire le détour grâce auquel je vais trouver la solution, ou peut-être d'inventer finalement une nouvelle, ce qu'on va appeler une ficelle de métier, qui est une ficelle pour moi, qui est peut-être une ficelle plus universelle que ça, mais qui, pour l'heure, est d'abord une ficelle que j'ai inventée et qui vaut pour moi. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'évidemment cette souffrance, parce que tous ces états affectifs dont je vous ai parlé, évidemment, ils ont tous en commun d'être une manière de souffrir, de pâtir, d'éprouver affectivement le travail. Tout cela, ça n'est pas seulement une conséquence regrettable du travail, c'est le travail même. Puisque c'est de cette endurance à la souffrance et à ce qui me résiste que finalement viendra l'idée. Autrement dit, ce que je suis en train d'avancer là, c'est que c'est la souffrance qui guide l'intelligence et qui en même temps provoque l'intelligence. C'est-à-dire, la souffrance n'est pas la fin du processus, elle en est le début. Enfin, j'exagère un peu, elle est aussi la conséquence du réel. Mais quand même, elle est aussi un point de départ, c'est-à-dire qu'à force de souffrir, cette souffrance me pousse en quelque sorte, devient une exigence de me renvoyer à nouveau vers cette situation dans l'espoir de trouver la solution, ce qui me permettra de surmonter non seulement l'obstacle du réel, mais de surmonter ma frustration et peut-être de transformer, pour le coup, cette souffrance en plaisir. Le plaisir d'une conquête, le plaisir d'une victoire, le plaisir d'une découverte. Et alors, vous voyez que tous les processus qui sont engagés dans ce rapport d'intimité avec la tâche, ou d'intimité avec l'objet technique, avec la matière, avec l'outil, mobilisent en réalité toute la personnalité. Now.